Les mises en garde de la CEDEAO aux éventuels fauteurs de troubles en Guinée-Bissau. L'organisation menace de sanctionner. On ne connaît toujours pas le vainqueur de la présidentielle du 29 décembre dernier. Au Soudan du Sud, les deux ennemis jurés au sommet de l'État vont gouverner ensemble. Riek Machar redevient le vice-président de Salva Kiir. Ils doivent former un gouvernement d'union nationale. Et puis, l'OMS s'inquiète du système de santé en Afrique. Le continent est mal préparé pour affronter l'épidémie du coronavirus. Les experts de l'organisation étaient réunis à Addis Abeba. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. La CEDEAO prévient les éventuels fauteurs de troubles en Guinée-Bissau. L'organisation sous-régionale a menacé de sanctions contre les acteurs de la classe politique qui empêcheraient la normalisation politique du pays. Les institutions ne sont pas parvenues à désigner clairement le vainqueur de la présidentielle du 29 décembre dernier. Les détails. Dans un communiqué, la CEDEAO, médiatrice depuis 2012 dans ce pays instable, rappelle qu'elle avait dès le 22 janvier pris acte des résultats annoncés par la Commission et félicité le vainqueur, Umaro Sissoko Embalo, crédité de 53,55% des voix. Domingo Simoes Pereira, qui avait viré en tête avec 40,10% des voix au premier tour, mais n'a recueilli que 46,45% au second, estime que le scrutin est entaché de fraude. Il a saisi la Cour suprême dont les arrêts n'ont pas permis de trancher définitivement les contentieux électoraux. Dans sa dernière décision qui date du 14 février, la plus haute juridiction du pays a refusé de prononcer l'annulation du scrutin réclamé par le PAIGC. Mais elle a dans le même temps exigé que la commission électorale effectue à nouveau une vérification des procès-verbaux des résultats. Or, la commission affirme que ces opérations ont déjà été effectuées. Dans son communiqué, la CEDEAO souligne que les résultats définitifs ont déjà été annoncés et elle invite les deux institutions rivales à coopérer de manière constructive afin de sauvegarder l'intégrité du processus électoral. Elle hausse le ton en avertissant que des sanctions pourraient être prises contre tous les acteurs qui n'agiraient pas dans le sens de la normalisation politique et institutionnelle. Les deux camps multiplient depuis des jours les invectives, ce qui fait craindre de nouvelles violences dans l'ancienne colonie portugaise. Jusqu'à présent, l'armée n'est pas intervenue dans ce cycle électoral. Le MADEM, le parti d'Umaro Sissoko Embalo, a réclamé vendredi dernier une réunion d'urgence de l'Assemblée nationale afin que celle-ci puisse organiser la prestation de serment de son chef de file en tant que président. Embalo, un ancien général, a affirmé à plusieurs reprises qu'il deviendrait président de la Guinée le 27 février, quoi qu'il arrive. Et au Togo, c'est plus clair, sans surprise d'ailleurs, Faure Issozimna Yassingbe a été réélu à plus de 70%. Le président sortant est donc à la conquête d'un 4e mandat. Les résultats sont donc annoncés par la Commission électorale nationale. L'ancien Premier ministre et candidat de l'opposition, Kodjo Agbeyome, lui a dénoncé des irrégularités lors d'une conférence de presse. Les Togolais ont voté dans le calme samedi pour choisir leur président. Un scrutin sans incident majeur, car pour de nombreuses personnes, il devrait assurer à Faure Yassingbe un 4e mandat face à une opposition divisée. Dans la soirée de samedi, le domicile du candidat de l'opposition à la présidentielle, Agbeyome Kodjo, qui semblait indiquer une certaine avance dans le dépouillement des premiers bulletins de vote à Lomé, a été encerclé quelques heures par les forces de l'ordre qui ont assuré vouloir garantir sa sécurité. L'opposition, qui a contesté tous les précédents scrutins, craint des fraudes et ses supporters ont tenu à assister au dépouillement des bulletins. L'institution de la société civile Togo Debout a déclaré avoir recensé des bourrages d'urnes ici et là. Agbeyome Kodjovi dénonce des irrégularités. Je pense que si la CENI corrige les irrégularités que nous dénonçons, il n'y a pas de raison, nous passons au premier tour. D'une manière ou d'une autre, Faure lui-même et son gouvernement sont conscients qu'ils ont été laminés aujourd'hui. J'ai la conviction que dans les semaines à venir, je dirigerai ce pays. Le président togolais Faure Yassingbe se dit confiant en ses chances de réélection pour un 4e mandat.
Les résultats officiels sont attendus en début de semaine selon des sources au sein de la Commission électorale nationale indépendante. L'opposition, qui se présente en rang dispersé avec 6 candidats, a toutefois assuré qu'elle s'unirait pour faire bloc contre le président sortant en cas de second tour. A précisé que les résultats définitifs seront prononcés par la Cour constitutionnelle dans un délai de 6 jours. Au Burundi, le Conseil national pour la liberté, principal parti d'opposition, a dénoncé ce week-end une vague d'arrestations de ses responsables locaux dans la province de Bujumbura. Depuis le jeudi dernier, 23 personnes auraient donc été arrêtées par la police et la jeunesse du parti au pouvoir et sont donc détenues dans des cachots par la police. Les précisions. Le Conseil national pour la liberté, CNL, principal parti de l'opposition burundaise, dénonce une vague d'arrestations de ses responsables locaux dans la province de Bujumbura depuis jeudi dernier. Ces interpellations ont été confirmées par un responsable policier qui a parlé d'arrestation pour raison d'enquête. Selon le CNL, des responsables du parti ont subi des mauvais traitements et malheureusement, l'un d'eux, Félix Ndikurio, a été battu à mort dans la soirée de jeudi. Un responsable gouvernemental local a affirmé pour sa part que personne n'a été emprisonné pour des raisons politiques, mais plutôt pour avoir violé la loi. Pour le porte-parole du parti d'opposition, qui précise que 23 personnes avaient déjà été arrêtées par la police et la jeunesse du parti au pouvoir et détenues dans des cachots de la police, la vague d'arrestation des responsables locaux du parti CNL est survenue après un simulacre d'attaque mercredi. Le parti dénonce une entreprise de harcèlement orchestrée par le pouvoir à l'approche des élections de mai 2020. La formation politique dit compter à la date d'aujourd'hui au moins 6 militants assassinés, d'autres portés disparus ou torturés, plus de 200 croupistes en prison et plus de 100 sièges locaux ont été détruits ou dégradés. Le président du CNL, Agathon Rwasa, est considéré comme le principal adversaire du candidat du parti au pouvoir à la prochaine présidentielle. Cette fois-ci, serait-elle la bonne au Soudan du Sud? En tout cas, c'est la 3e fois que le chef des rebelles du Sud-Soudan, Riek Machar, redevient le premier vice-président du pays. Le président Salva Kiir lui a fait prêter serment ainsi qu'à 3 autres députés. Il a ensuite demandé le pardon de Machar et a donc invité tous les habitants du Sud-Soudan à se pardonner. Le peuple sud-soudanais et la communauté internationale peuvent se réjouir qu'enfin s'appliquent les recommandations de l'accord de paix conclu en septembre 2018 entre les protagonistes au sommet de l'État. Le dirigeant rebelle Riek Machar est redevenu samedi à Juba premier vice-président. Ce pas relance les espoirs de paix dans ce pays ravagé par la guerre depuis 6 années. Machar a donné l'accolade et serré la main de son rival de toujours, avec qui il va tenter de gouverner pour la 3e fois depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Nous espérons que la formation du gouvernement d'union nationale créera un nouvel élan et un nouvel esprit d'engagement et de coopération dans le processus de mise en œuvre de l'accord afin d'éviter les types de retards rencontrés pendant la période pré-transition. Nous jurons solennellement que nous travaillerons ensemble pour préserver la vie de notre peuple et préserver son unité. Il sera de notre responsabilité de restaurer la vie des gens et de les inciter à croire à nouveau en la République Sud-Soudan. J'ai donné à mon frère, le Dr Riek Machar, le poste de premier vice-président de la République du Sud-Soudan et je lui demande également de me pardonner et j'invite tous les habitants du Sud-Soudan à se pardonner les uns les autres. I'm inviting all the people of South Sudan to forgive one another. Salva Kiir a dissous vendredi son gouvernement en vue de la formation de ce nouvel exécutif dont la composition doit être annoncée très prochainement. 4 autres vice-présidents et d'autres groupes de l'opposition feront partie du gouvernement. Les systèmes de santé en Afrique sont mal équipés pour affronter l'épidémie de coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a exprimé son inquiétude. C'était ce samedi. C'était au cours d'une réunion des ministres de la santé des pays de l'Union africaine à Addis Abeba.
L'OMS a averti que le plateau technique des hôpitaux dans les pays africains n'est pas assez robuste pour affronter l'épidémie de coronavirus si des cas de contamination apparaissaient et se multipliaient sur le continent. L'OMS a appelé les pays de l'Union africaine à faire front commun pour être plus agressifs dans la lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19. Nous sommes confrontés à une menace imminente, une menace grave pour le continent qui nécessite un plaidoyer à la fois technique et politique. Si nous avons vraiment un virus introduit sur le continent et que cela devient un problème plus important, la capacité d'obtenir des diagnostics en temps utile pour soutenir ces tests sera encore limitée. Dans certains États membres, les institutions de santé publique et les systèmes de santé sont faibles. Nous avons des lacunes dans les diagnostics. Nous avons également des lacunes dans les traitements et les mesures que nous devons prendre rapidement. Mais je pense qu'en joignant nos efforts collectifs en tant qu'États membres africains, par le biais du leadership de l'OMS et des efforts conjoints des CDC africains, nous avons réussi très rapidement à combler les lacunes des capacités de diagnostic sur le continent. Jusqu'à présent, l'Égypte est le seul pays d'Afrique à avoir enregistré un cas confirmé de contamination. Plus de 200 cas suspects ont été recensés dans les pays de la région Afrique de l'OMS, mais presque tous se sont avérés négatifs. Mais il vaudrait mieux anticiper sur la riposte. Appel a été donc lancé aux responsables africains pour prendre des mesures drastiques de prévention et de contrôle, l'Afrique étant particulièrement vulnérable en raison de ses systèmes de santé relativement précaires. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.